L'opération Grand Ménage se poursuit sur le terrain. Pour cette 9e édition, c'est le quartier Kennedy Kouletia dans la commune d'Abobo qui a accueilli la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Ici encore, le message est le même. Anna Désiré Ouloto et toute son équipe sensibilisent les populations sur les bienfaits de la propreté. L'objectif, c'est de faire en sorte que le grand ménage soit un instrument pour aider à l'avènement d'un Ivoirien nouveau. Nous avons besoin que les populations elles-mêmes s'engagent et s'approprient cette vision du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un pays propre. Les infrastructures sont en train d'être réalisées. Nous aurons un nouveau centre de valorisation et d'enfouissement des déchets. Aquedo sera réhabilité. Donc tout est en train d'être mis en place pour avoir une politique moderne de gestion des déchets. Rendre son cadre de vie propre et attrayant, une action que compte bien mener chefs coutumiers, organisations de la société civile, ONG, autorités communales et partis politiques. Tout Ivoirien a besoin de vivre dans un environnement sain et l'opération Grand Ménage contribue à améliorer cet environnement. Et donc, lorsqu'il s'agit de cette question-là, je soutiens cette opération. Nous allons créer d'autres comités et veiller au bon fonctionnement des comités dans la commune pour pouvoir prendre le relais tous les jours pour accompagner cette grande opération Grand Ménage. Nous allons travailler de façon régulière et aussi mener des actions pour pouvoir pérenniser ce que nous avons entrepris et aussi améliorer le cadre de vie. Comme à l'accoutumée, un comité de salubrité a été installé. Sa mission, veiller au suivi de l'opération Grand Ménage dans la commune d'Abobo. Pour rappel, l'action vise à donner fière allure aux villes et communes ivoiriennes. La bonne gouvernance gage de l'épanouissement des femmes, thème de la journée de mercredi consacrée aux femmes de la communauté Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Elles ont eu droit à une formation sur le thème « Les fondements de la société Nzima ». Les femmes tiennent une place de choix dans la société Nzima parce que c'est à travers l'appartenance au clan de la mère que l'on s'identifie. Il est donc question qu'elles prennent totalement leur place dans la société. Pour cela, il leur faut connaître leurs origines et l'organisation sociale du peuple Nzima. Quand tous les membres d'une communauté, d'un peuple connaissent leurs origines, connaissent ce qui conditionne leur société, connaissent les fondements de ce, vous savez que vous aviez une société qui est pérenne. C'est une société donc qui va vivre, qui est fondée sur des bases solides parce que tous les membres ont une connaissance parfaite de l'organisation sociale de leur société. Les femmes présentes à la formation se réjouissent de la lucarne que leur offre la Bissa. Ça nous a fait un bon enseignement et au sortir de là, nous savons d'où nous sortons. On a appris beaucoup de choses. On nous a parlé de cette famille, il y a certaines choses que nous ne savions pas, les jumelages des familles. La conférence a répondu à un de nos objectifs principaux qui est la connaissance de nos us et coutumes Nzima. C'est justement l'ensemble des associations des femmes qui se retrouvera quelques heures plus tard sous la place de la Bissa. Association Konyele, Aboussouan de France, les femmes Nzima de Côte d'Ivoire, Meyebié, Association Konyele, Aboussouan de France, les femmes de Grand Laou, Meyebié, les femmes Nzima de Côte d'Ivoire, les enfants Konyele vont prester sous le regard de la reine-mère Nguetia Ebadeu. Le clou de la manifestation sera la prestation des présidentes des associations de femmes et de la reine-mère et aussi de sa suite. Cette usine d'assemblage automobile fait la fierté de Williamston en Virginie-Occidentale. Inno Motors, une filiale de Toyota, emploie 300 personnes. L'entreprise doit bientôt agrandir ses installations et en embaucher 250 de plus. Inno Motors est en constante croissance depuis 10 ans. Pourtant, de nombreux habitants n'hésitent pas à attribuer cette prospérité économique à Donald Trump. Il a fait beaucoup de choses pour aider l'économie. Nous sommes bien mieux lotis qu'avant les élections. 70% du comté a voté pour Donald Trump l'an dernier. Et selon les sondages, l'engouement n'a pas baissé.
Pour la maire de la ville, comme pour beaucoup de ses administrés, cette stabilité s'explique davantage par la confiance retrouvée depuis que Donald Trump est au pouvoir que par une action précise du président. Si vous regardez votre compte retraite, peu importe ce que vous pensez du président Trump, votre compte est en hausse et il a augmenté, et que ce soit grâce à lui ou non, les gens devraient être plus heureux, et je pense qu'ils le sont. Ce syndicaliste dans le bâtiment, en revanche, n'hésite pas à attribuer la popularité de Donald Trump aux années Obama. L'économie allait dans la bonne direction avant les élections. Il en récolte peut-être les bénéfices. Pour de nombreux partisans de Donald Trump, si certaines politiques mises sur la table par le président bloquent, c'est davantage la faute des médias et d'un Congrès déloyal. Nous allons dans la bonne direction, c'est mieux que l'alternative. Il y a des choses qu'il ne fera pas parce que les gens ne le laisseront pas faire. C'est en partie de sa faute, mais en même temps, il n'y aura jamais personne qui mettra tout le monde d'accord. Un an après l'élection présidentielle, à Williamstown, de nombreux électeurs ont déjà promis qu'ils voteront Donald Trump en 2020. Procès des biens mal acquis, le début d'un long combat pour restituer l'argent aux populations victimes. Quels sont les faits? Il y aura un avant et un après 27 octobre 2017. Le tribunal de grande instance de Paris a condamné le vice-président et fils du président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang, à 30 millions d'euros d'amende et à 3 ans de prison avec sursis. Une avancée majeure après un combat de 10 ans. Qui est Teodoro Obiang? Né en 1969, Teodoro Obiang est le fils aîné du président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang. Il y a 10 ans, quand son père renverse son oncle, le dictateur Francisco Macias Nguema. Dans les années 80, il va suivre une partie de sa scolarité en France, en Normandie, avant de rentrer au pays. Ancien ministre de l'Agriculture et des Forêts, il a été promu en juillet dernier vice-président par son père. Teodoro Obiang comparaissait depuis le 19 juillet devant le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. L'affaire est connue sous le nom des biens mal acquis. C'est quoi l'affaire des biens mal acquis? L'enquête est ouverte après des plaintes des associations Serpa et Transparency International en 2008 a mis au jour le patrimoine considérable du vice-président. Immeuble luxueux et immense sur l'avenue Foch, une des plus huppées de Paris, estimée à 107 millions d'euros. Voitures de luxe et de sport, collection d'œuvres d'art, de bijoux et de vêtements de marque. Au terme de l'instruction, les juges ont estimé que ce patrimoine ne pouvait avoir été financé par les seuls revenus officiels de Teodoro Obiang, mais à l'issue des détournements des fonds publics et de la corruption. Début de la fin de l'impunité d'un système. Ce jugement historique de la justice française marque une étape décisive dans la lutte contre l'impunité et adresse un signal fort à tous les dirigeants corrompus du monde entier. À présent, où qu'ils se trouvent, ils ne sont plus à l'abri de poursuites, déclare Transparency International dans un communiqué. Un individu ou une famille ne peut plus s'accaparer l'argent issu de la ressource naturelle d'un pays en toute impunité. Tandis que Teodoro Obiang a pu accumuler des millions, plus de la moitié de la population de son pays vit avec moins d'$1 par jour. Quel rôle ont joué les banques? La procédure qui a pris plus de 10 ans fut difficile. Les acteurs financiers pointés du doigt par le tribunal par leur lenteur. Cette attitude de la part de certaines parties du système bancaire français a contribué à des suppressions de sanctions ou à des sanctions plus clémentes. L'attitude de Société Générale, comme celle de Banque de France, a pu donner l'impression aux coupables qu'il y avait en France une sorte de tolérance pour ces pratiques, a expliqué le président du tribunal, Bénédicte de Pertius. Que deviennent les biens saisis? La saisie des biens récupérés ne sera possible qu'à l'issue d'un recours de la défense devant la Cour internationale de justice. Pour l'ONG Transparency International, à l'origine de la plainte, il faut désormais mettre en place des fondements légaux qui permettront le moment venu de restituer l'argent aux populations de Guinée équatoriale, premières victimes de ces détournements.
Dans ce cadre, le 23 novembre prochain, l'ONG soumettra à l'Assemblée nationale un plan en 4 points.